Alors, bon, on aura encore beaucoup à dire sur ton premier livre, mais on va maintenant passer au second, développer les compétences, mieux utiliser son cerveau. Tu axes l'essentiel de tes propos autour de la question des fonctions exécutives et particulièrement la mémoire de travail et le contrôle inhibiteur, qui sont deux des éléments essentiels de ces fonctions exécutives. Mais tout d'abord, quelle définition tu donnes, toi, du concept de compétence? Parce que c'est pas souvent partagé par tout le monde de la même manière. Oui, c'est être capable de faire quelque chose. OK? C'est vraiment, tu sais, être compétent, c'est être capable d'accomplir des tâches que d'autres personnes ne sont pas capables de faire. Il faut une certaine expertise pour être capable d'y arriver. Donc, d'être capable de réaliser certaines tâches qui nécessitent souvent d'utiliser certaines connaissances qu'on a apprises. Autrement dit, les compétences, telles que c'est pas mal tout le temps défini de cette façon-là, c'est vraiment l'idée de savoir utiliser ses savoirs, de savoir utiliser ses connaissances, ses habilités, au bon moment, de la bonne façon, dans le bon contexte. Donc, autrement dit, être compétent, c'est être capable de réussir des tâches relativement complexes qui vont nécessiter d'avoir des connaissances. Puis là, il y a un- j'ai essayé de rendre le lien plus explicite entre le premier livre et le deuxième livre. Le premier livre, c'est en quelque sorte mettre des connaissances dans son cerveau, mettre des ressources dans son cerveau, mettre des habilités dans son cerveau. Et le deuxième livre, c'est plus comment est-ce qu'on fait pour les utiliser, ces choses qu'on a dans le cerveau, parce que c'est bien de les avoir dans notre tête, mais si on ne les utilise pas au bon moment, dans les bons contextes, de la bonne façon, au bout du compte, on ne sera pas capable de réaliser des tâches, puis on ne sera pas compétent, puis on ne va pas s'améliorer. Fait qu'il y a vraiment complémentaire. Et ce deuxième ouvrage-là, c'est vraiment l'idée, comment est-ce qu'on fait pour utiliser ces connaissances? Comment est-ce qu'on fait pour utiliser son cortex préfrontal, qui est la partie avant du cerveau qui gère le contrôle, qui gère le traitement d'informations, qui permet d'activer des connaissances, de les utiliser, de les mettre en application pour réaliser une tâche. Fait que c'était vraiment cette idée-là, là. D'une part, comment est-ce qu'on met des ressources dans son cerveau? D'autre part, ce deuxième livre, comment est-ce qu'on fait pour les utiliser efficacement? Alors, on parle beaucoup dans ton livre de mémoire de travail, et c'est vrai que nous, en tant que formateurs et concepteurs de formation, ben, quand on conçoit une formation, on a peu de prise sur cette question de la mémoire de travail. Oui, oui, tout à Et fait. plus exactement, on aura plus de mal à maîtriser et à éviter cette surcharge de travail qui est quand même un gros risque pour les apprenants, surtout les premières fois, on le fait. Après, on peut corriger, mais les premières fois, c'est compliqué. Ah oui. Oui, parce que quand on parle de compétences, là, ou de savoir utiliser ses connaissances, vraiment, il y a un enjeu important qui est, pour accomplir des tâches, il faut traiter de l'information. Il faut traiter de l'information pour comprendre ce qui est à faire exactement, pour prendre en compte les contraintes dans lesquelles on est. Tantôt, on parlait de 5 jours de formation seulement. Ça, c'est un élément à prendre en compte pour agir efficacement puis être compétent. Donc, on prend en compte les contraintes, puis là, il faut, en fonction des objectifs qui sont poursuivis, se dire, OK, j'ai besoin de cette connaissance-là, j'ai besoin de celle-là. J'ai besoin de l'utiliser à ce moment-ci. Ça implique beaucoup ce qu'on appelle la mémoire de travail, hein, qui est qui est une fonction cognitive liée au cortex préfrontal dont je vous parlais tantôt. Et c'est un espace de travail en quelque sorte. Quand on réfléchit, puis qu'on pense, puis qu'on organise nos pensées et nos idées, ça se passe dans la mémoire de travail. Et la mémoire de travail est absolument essentielle pour être compétent. On ne peut pas être compétent si on n'utilise pas sa mémoire de travail. Mais vous l'avez dit, la mémoire de travail, elle est limitée. Il y a toujours un risque de surcharger la mémoire de travail si on essaie de traiter trop d'informations nouvelles en même temps. Il peut y avoir surcharge, puis dans ce temps-là, le cerveau s'éteint, se désactive, on ne traite plus l'information, puis on n'apprend plus. Fait que, tu sais, au niveau pédagogique, il faut essayer de faire en sorte que les personnes n'aient pas leur mémoire de travail surchargée. Parce que sinon, ces personnes-là ne seront jamais compétentes, même si elles ont les connaissances requises, même si en théorie, elles ont le potentiel pour réaliser des tâches complexes. La mémoire de travail est surchargée, ça ne fonctionne pas. D'où l'intérêt d'essayer de trouver des pistes pour réduire les risques de surcharge de la mémoire de travail, ce que proposait le livre, là. Tu donnes d'ailleurs plusieurs principes dans ton livre. Oui, oui. Tu sais, j'ai essayé de mettre en évidence plein de stratégies diverses, mais tu sais, il y a quand même, je mets en évidence 4 grands principes pour réduire les risques de surcharge de la mémoire de travail. Puis un des plus importants, c'est d'automatiser les préalables. Quand on doit faire une tâche, il y a toujours des prérequis, des connaissances antérieures sur le sujet, certaines habiletés. Il faut toujours avoir des préalables, puis
Pour être compétent, il faut donc avoir les préalables, mais il faut idéalement les avoir automatisés. Automatisé, ça veut dire consolider au point où ça devient facile. Facile de s'en souvenir, facile d'utiliser une connaissance. 4 fois 8 égale 32. Je n'ai pas besoin de réfléchir, je m'en souviens. Et quand une connaissance est automatisée, elle surcharge moins la mémoire de travail. Tandis que si on essaie de résoudre un problème en mathématiques, là, qu'on cherche dans notre tête, c'est quoi déjà 4 fois 8 égale 32? Je m'en rappelle pas. Je vais faire le calcul. 16 plus 16. Tout ça, ça requiert beaucoup de ressources pour la mémoire de travail, qui ne sont pas donc disponibles autant pour la tâche en cours. Ça augmente le risque de surcharge que d'avoir des préalables non automatisés. Fait que des fois qu'on veut faire quelque chose d'exigeant, de complexe, ça vaut la peine de se poser la question, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour faire la tâche? Est-ce que j'ai déjà toutes les connaissances requises pour pouvoir y arriver? Est-ce que j'avais bien compris? Ça demande en quelque sorte parfois de revenir un peu en arrière pour consolider les bases. Il y en a d'autres aussi. Il y a l'idée d'éviter les sources de distraction, d'optimiser les modalités de présentation. Et un dernier aspect, puis je l'ai présenté à la fin dans le livre pour des raisons stratégiques, c'est de complexifier progressivement parce que vous l'aviez évoqué tantôt. C'est un aspect assez important, ça, de passer de tâches relativement simples vers des tâches progressivement complexes. C'est un enjeu pédagogique vraiment important, ça. Des fois, on se demande si c'est mieux de commencer par le complexe ou par le plus simple. Mais l'idéal, c'est de commencer par ni trop simple ni trop complexe et d'aller vers le plus complexe progressivement pour éviter, pour réduire en tout cas les risques de surcharge de la mémoire de travail. Alors, on parle souvent des problèmes d'attention et de manière de réduire la distraction. Est-ce que c'est les adultes, c'est aussi nécessaire? Alors, par exemple, est-ce qu'il vaut mieux travailler dans une salle nue plutôt que pleine d'affiches? La question du fond sonore ou de la musique, et puis la question quelquefois aussi des ordinateurs, est-ce que ça n'a pas aussi un risque de distraction accru? Ben, ça augmente la probabilité de distraction. Hein, parce que s'il y a plein de belles choses à regarder autour de nous, ça peut nous donner le goût de les regarder. Et en particulier dans les contextes où on essaie de faire une tâche. Puis, tu sais, c'est exigeant, là. On n'est pas sûr où on s'en va. Puis on a comme pas le goût de continuer d'une certaine façon puisque c'est exigeant. Dans ces contextes-là, ben, c'est encore plus tentant de regarder qu'est-ce qui se passe dehors, ce qui fait beau, l'affiche. Ah oui, j'avais jamais remarqué cette information-là sur l'affiche. Fait que oui, les décorations, les distractions visuelles sont importantes aussi. Pas juste les distractions sonores comme les conversations autour de nous qui peuvent bien sûr nous distraire, mais des distractions visuelles aussi peuvent jouer un certain rôle. En tout cas, il y avait des études. Il n'y a pas beaucoup d'études avec les adultes, par exemple, parce que vous faites les références aux adultes, mais j'ai vu des études avec des enfants où ça montrait que si les enfants prenaient quelque chose dans une salle qui n'avait pas de distraction visuelle versus dans une salle où il y a des distractions visuelles, ben, le niveau d'apprentissage était moins grand, la quantité de distractions était plus grande, évidemment, moins de temps consacré aux apprentissages, puisqu'on on s'attardait à autre chose. Mais, tu sais, au niveau des distractions sonores, en tout cas, il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas de différence entre les enfants et les adultes. Dans les deux cas, on peut être distrait. Fait que je soupçonne que pour les distractions visuelles, c'est similaire. Que les adultes, on n'est pas à l'abri de ces distractions-là. Fait que, tu sais, de mettre sur son bureau de travail une super belle affiche qu'on a le goût de regarder tout le temps devant nous, peut-être qu'on peut laisser faire à ce moment-là, on la met derrière nous ou quelque chose, hein. En même temps, tu sais, si on entre dans une pièce qui est complètement dénudée, puis qu'on se sent pas bien, puis là, ça devient une source de distraction parce que, tu sais, tous les murs sont vides, puis là, ça paraît pas habité, puis il y a comme un malaise, admettons. Mais si ça devient une source de distraction, c'est embêtant aussi. Fait que je pense que c'est une question d'équilibre aussi, là. C'est correct qu'il y ait des décorations dans une pièce, il faut juste pas exagérer, puis peut-être penser à la position aussi de ces décorations-là. Est-ce qu'ils sont dans notre champ de vision lorsqu'on travaille, qu'on essaie de réfléchir fort à quelque chose? Ça aussi, ça doit compter. Hmm. Pour éviter, entre autres, les distractions et plus généralement, il y a le contrôle inhibiteur. Tu peux nous en parler? Parce que le contrôle inhibiteur, c'est vraiment l'autre aspect phare. Oui, complètement, parce que, vous savez, le contrôle inhibiteur, c'est notre capacité à bloquer, contrôler nos activations spontanées dans notre cerveau. Et les distractions sont des activations spontanées qu'il faut contrôler. Il faut bloquer notre tendance à porter attention aux distractions. Et ça, c'est possible grâce au contrôle inhibiteur. Donc, attention et contrôle inhibiteur et mémoire de travail, j'ajouterais même, là, c'est tout fortement interrelié, ces choses-là. Oui, tout à fait. Bon, ma dernière question n'a pas vraiment à voir avec vos ouvrages. Oui, allez-y. Ouais.
Alors, ça concerne plus vos travaux en laboratoire et l'utilisation de l'IRM fonctionnel. Alors, il y a beaucoup de choses de dites et présentées sur cette technique, depuis les couleurs sur l'image du cerveau publiées dans les magazines pseudo-scientifiques, jusqu'aux idées que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ne représente pas directement l'activité cérébrale, mais plutôt les corrélats neuronaux et les besoins d'oxygène. Alors, qu'en est-il exactement? Oui, ouais, OK. L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, c'est vraiment une technologie vraiment intéressante qui s'est développée vers la fin des années 1990, qui est toujours, de nos jours vraiment beaucoup utilisée. Puis ce qu'on voit souvent, vous l'avez dit, c'est des images de cerveau avec des couleurs, puis là, on voit que ce sont les activations cérébrales, mais vous l'avez évoqué, l'appareil ne mesure pas directement l'activité cérébrale. C'est que quand on accomplit une tâche, qu'on doit lire quelque chose, compter ou penser à quelque chose, peu importe, il y a certains groupes de neurones qui s'activent dans notre cerveau. Et cette activation est associée à une dilatation des vaisseaux sanguins dans cette région-là, qui a besoin d'oxygène, qui a besoin de nutriments pour s'activer. Et quand les vaisseaux sanguins se dilatent, il se met à y avoir tout d'un coup plus de sang oxygéné dans une certaine région de notre cerveau. Et l'appareil mesure l'impact de cette augmentation de sang oxygéné lorsqu'on active une région de notre cerveau pour pouvoir mesurer. Des fois, on parle du signal BOLD, qui est un signal lié au taux d'oxygène dans le sang et pas à l'activité cérébrale directement. Mais on se rend compte que les deux sont liés. C'est-à-dire que quand on active une région, les vaisseaux sanguins se dilatent, augmentation de la quantité d'oxyhémoglobine, d'oxygène dans le sang. Et là, ça crée une perturbation dans le signal. Ça, je ne rentrerai peut-être pas dans les détails parce que c'est vraiment de la physique quantique, là. Ça perturbe le signal qui est capté. Ça fait des variations de champ magnétique, pour tout vous dire. Et là, on peut donc mesurer des variations et des variations qu'on associe à l'activité cérébrale. Fait que c'est une mesure qui n'est pas parfaitement directe. C'est pas qu'on voit l'activité cérébrale en action, mais on voit en quelque sorte les effets assez directs de l'activation. C'est des changements dans le sang, carrément, ben, plus dans la quantité d'oxygène dans certaines régions de notre cerveau, et c'est ça qu'on mesure ultimement. Mais c'est intéressant techniquement. Moi, j'étais à l'origine un enseignant en sciences et j'ai fait beaucoup de physique, notamment de physique quantique. Fait que moi, ça m'intéresse beaucoup cet aspect-là, mais ultimement, tu sais, on a pas mal de convictions que ça mesure l'activité cérébrale d'une certaine façon. Fait que quand on voit les taches colorées puis qu'on dit que c'est de l'activité cérébrale, c'est pas complètement faux. C'est un raccourci, on s'entend, mais c'est pas un raccourci qui est problématique, moi, je trouve. Fait que c'est correct de considérer que c'est de l'activation cérébrale. Bien, on arrive au bout du temps qui nous était imparti. Je voudrais vous remercier encore, Steve Masson, pour toute la gentillesse que vous Ça m'a avez fait eue plaisir. à échanger avec nous. Excellent. Merci à vous. Vraiment encore merci. Excellent. Fait que ça répondait à vos besoins, ça? Oui, tout à fait, OK? c'était super. Fait que c'est bon? OK, super. Ben, bonne chance pour la suite.